Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Il n'y a pas de système, pas de planète où l'empereur Dieu n'a pas autorité, car toute la galaxie est son royaume. Il n'y a pas de monde, pas de ville, pas de recoin sombre et caché de la réalité que sa lumière ne peut purifier, quels que soient les abîmes de damnation dans lesquels ils sont tombés. Il n'est donc pas en notre pouvoir de déclarer perdues des régions de cette zone de guerre. Nous allons combattre pour les reconquérir, car c'est ce que l'empereur attend de nous. Salut à tous, amis du Wargame et du Bistrot, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer pour un nouvel épisode de Brutal Hammer. Un Brutal Hammer placé sous le signe de la féminité, comme vous avez pu le voir durant cette magnifique introduction faite en collaboration avec Notre-Dame des Carabistouilles. Un Brutal Hammer féminin, car nous allons parler de Morvenval, ou comme je me plais à l'appeler, Ville Morveuse. Il y a aussi Mecha Jeanne d'Arc, un peu, j'aime beaucoup, c'est parce que techniquement c'est un petit peu ça, c'est Jeanne d'Arc dans un exo harnais armuré. Donc Morvenval, figurine magnifique, tête de proue de l'Adeptas Sororitas dans son intégralité, car Morvenval n'est ni plus ni moins que l'Abbesse Sanctorum, c'est-à-dire le leader suprême de la sororité. Donc Morvenval a été introduite en cours de V9, ça a été une des plus grosses nouveautés du côté Adeptas Sororitas, et dans son introduction, eh bien, on a eu le petit lore qui allait avec, c'est-à-dire que Morvenval a été fraîchement promu au rang suprême de l'Adeptas Sororitas et fait désormais partie du conseil de Terra. Donc, remontons un peu le temps du côté du lore, c'est que suite à l'apparition de la Grande Faille, la cicatrice Maledictum, l'ancienne abbesse fut perdue car son vaisseau, eh bien, il fut déclaré hors de vue durant le transit qu'elle a opéré entre Ophelia 7 pour aller rejoindre Terra. C'est à ce moment pile que la Grande Faille a fendu l'Imperium et donc ce vaisseau avec l'abbesse et tout son corps d'armée fut perdu. Donc perte tragique qui a mis un peu l'ecclésiarchie dans l'embarras car il a fallu trouver un successeur vite et bien. Et parmi les prétendantes, donc chacun des grands ordres a présenté eh bien, une candidate potentielle au titre suprême. Et à l'époque, Morvenval était une céleste supérieure de l'ordre du Suaire d'Argent. Donc elle était plutôt du genre agressive et altruiste. Elle a résisté face à de monstrueux assauts qui lui avaient fait gagner l'approbation de son ordre. Donc candidate idéale, mais candidate également guerrière, parce que Morvenval est vraiment une vétérante. Elle a traversé de nombreux champs de bataille et a remporté de nombreuses victoires, mais également, trait de caractère le plus marquant, c'est qu'elle est extrêmement jeune, elle a à peine une vingtaine d'années. Et quelque part, c'est dans cette jeunesse et donc la prétendue naïveté qui va avec que le conseil de Terra a eu certaines vues. C'est-à-dire que pour eux et pour l'ecclésiarchie dans son ensemble, une candidate aussi jeune allait pouvoir être malléable et donc allait pouvoir suivre quelque part leurs propres aspirations. Donc Morvenval fut nommé pour ces raisons-là. Naturellement, ces raisons lui échappent à l'époque. Et donc, le Haut Conseil de Terra, ainsi que toute la clique de l'ecclésiarchie, donc Benoît XVI, etc., se prépare à une cérémonie fabuleuse pour nommer Morvenval au titre de commandeur suprême. Eh bien, ce Haut Conseil de Terra et l'Église dans son ensemble, enfin, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, le Saint-Ordre impérial, on va plutôt dire, eh bien, ils vont se prendre une jolie baffe, car dès sa nomination, Morvenval déjoue tous les pronostics et quelque part tous les projets qui avaient été placés sur sa tête. Elle se montre absolument farouche. Elle ne quitte jamais son armure, y compris pour les rituels, y compris pour les cérémonies, et justement refuse
toute forme de couronnement glorieux et, une fois nommée au titre de commandeur suprême, elle tourne les talons avec son armure, avec sa garde d'honneur, elle rejoint son vaisseau et elle repart à la guerre. Donc pour le Haut Conseil de Terra, c'est une débandade générale. Morvenn Vahl va leur mettre tous les bâtons dans les roues possibles. Une fois arrivée sur Terra, elle se révélera être une adversaire redoutable pour tous ceux qui cherchaient à la contrôler. Et dans la foulée, alors que ce titre de commandeur suprême doit instiller chez elle une certaine forme de doute, car maintenant il ne suffit plus d'être une guerrière, il faut également être une championne de la logistique, car elle a un corps d'armée gigantesque à diriger, donc elle est attendue au tournant. Du moins, si elle peut légitimement exprimer des doutes par rapport à ses compétences, elle n'en laissera jamais rien paraître. Et dans la foulée, elle va s'auto-proclamer commandante de la grande croisade de l'ecclésiarchie contre les mondes marchands renégats de la ceinture du philosophe. Donc pour dire la chose plus simplement, une fois que les ténèbres de la cicatrice maledictum se sont un peu dissipées, Morvenn Vahl allait reprendre les commandes et allait mener une énorme croisade conjointement à celle menée par Robot Guilliman, donc la croisade Indomitus. Donc elle va regagner très vite les champs de bataille. Elle ne va pas se contenter de squatter sur Terra et de jouer au dé avec les custodes. Elle va regagner les champs de bataille, tout comme ces derniers d'ailleurs. Et ce retour sur les champs de bataille, il s'incarne à travers ce qu'elle va appeler les guerres de la foi. Donc ces guerres sont menées principalement envers tout ce qui menace quelque part la suprématie impériale dans sa spiritualité. Donc les premières cibles vont être les cultes hérétiques, les incursions démoniaques, les mutations en tout genre, les infiltrations xénos. Morvenn Vahl déteste l'inaction et va déclarer à de nombreuses reprises des guerres de la foi. Donc ce sont des guerres qui sont menées à travers des troupes aux effectifs plus réduits, mais qui vont taper là où il faut taper dur, vite. Bref, on retrouve un peu quelque part la doctrine de son ancien ordre, le Souhère d'argent. Et sur ces champs de bataille, quels sont les équipements de Ville-Morveuse ? Elle porte un exo-harnais parangon du petit nom de Purgator Mirabilis. Cet exo-harnais est la relique la plus puissante et la plus sophistiquée de son genre. La fabrication a été menée par le fabricateur général de Mars au 37e millénaire et avec les ressources de son propre temple forge, il va passer pas moins de 2 siècles à la fabriquer. Donc en tant que pilote de cet exo-harnais, elle délivre des volées vertueuses de missiles meurtriers depuis ses épaulières, tandis que son bolter lourd porte le petit nom de Fidelis, et c'est un bolter lourd un peu plus couillu. Du côté du bouclier, donc c'est un bouclier estampé qui arbore les noms des 2 couvents sur lesquels l'abbesse a autorité, et il est censé étinceler sur les champs de bataille de la propre lumière de l'empereur en rejetant le fiel haineux des infidèles. Et at last but not least, la lance de l'illumination, cette très longue lance que manie Morvenn Vahl, qui lui a été offerte tout simplement par l'Adeptus Custodes. Et l'Adeptus Custodes seul connaît sa véritable origine et son importance. Donc dans la légende, il est dit que cette lance viendra illuminer un jour encore plus sombre que ceux qui accablent à présent l'Imperium. Donc quelque chose de plus sombre qu'à la fois le cumul de la flotte ruche Léviathan, de la cicatrice Maledictum, du paria du Nexus, de la zone de guerre Octarius, Narmund, l'œil de la terreur, la 13e croisade. Bref. Si vraiment il existe un jour des situations encore plus difficiles que celle-ci pour l'Imperium, bon courage les mecs, avoir la foi ne va pas suffire. Parlons maintenant un petit peu figurine et naturellement, la figurine de Morvenn Vahl, elle tue, elle est magnifique, c'est iconique à crever, c'est une commandante suprême enchâssée dans une exo-armure de toute beauté. La figurine est terrible, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. On peut lui regretter un petit manque de modularité, c'est-à-dire que vous n'aurez pas 30 choix possibles pour choisir la pose.
Seul sera pris en compte un éventuel petit changement de tête et naturellement pour un maximum de personnalité, je vous recommanderais plutôt de choisir la tête nue car cette petite morveuse a une tête assez sympa, elle a une tête assez garçonne, on voit bien qu'elle est assez jeune et mention spéciale à Game Workshop qui est absolument nul dès lors qu'il s'agit de sculpter des visages féminins. C'est vraiment une tare que l'on retrouve beaucoup dans pas mal de gammes, hein. Les visages féminins de chez Game Workshop font un peu la tronche, surtout lorsqu'on voit que du côté des fabricants de figurines alternatifs, on a justement en fait pas mal du tout de figurines de femmes qui sont tout à fait bien fichues. Donc Game Workshop, il y a un petit effort à faire de ce côté-là et parfois c'est vraiment le musée des horreurs. J'ai souvenir par exemple de pas mal de figurines Wotan aux traits féminins absolument immondes, hein. On dirait un mix entre Josiane Balasco et un labrador trisomique, c'est vraiment dégueulasse. Donc petit effort qui a été fait sur cette figurine de Morvenval. Sa tête est tout à fait bien jolie et bien faite. Et donc maintenant, après tout, on est dans Brutal Hammer, hein, donc on va expliquer pourquoi Morvenval est brutale et elle l'est à plus d'un titre. D'ores et déjà, Morvenval est un leader et elle va leader nul autre que sa petite cohorte de Paragon Warsuit, donc une garde d'honneur de sœurs de bataille également enchâssées dans des exo-armures. Donc on va parler de ça en premier lieu, on va parler des Paragon Warsuit. Là encore, des figurines tout à fait terribles sur table, c'est vraiment de toute beauté d'avoir des Sista en exo-armure. Franchement, en V9, ils nous ont régalé avec cette nouveauté-là. Je pense que personne n'a eu son mot à dire. Donc les Warsuit, comment ça se passe en termes de châssis? On est sur un châssis plutôt costaud, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas moins de 4 points de vie, endurance 6, save à 2 chacune, sur laquelle vous allez greffer également une petite invulnérable. Donc je n'ai pas trouvé vraiment la raison d'être de cette invulnérable. Est-ce que ce sont des boucliers ? Est-ce que c'est un bouclier de la foi, un bouclier psychique? Je n'ai pas trouvé l'info, mais bref, elles ont une sauvegarde invulnérable. Elles sont chacune OC2, ce qui est très bon, et elles ont également un petit mouvement de 8, hein, donc c'est une troupe qui va pouvoir quand même se projeter assez convenablement. Du côté des habiletés de base, elles ont une capacité qui leur permettent de tirer et de déclarer une charge lorsqu'elles ont battu en retraite. Donc très bon. Tout ceci couplé à un mouvement de 8, ça vous permet vraiment de repolariser la map et d'aller sur un autre front. Si vous êtes aux prises avec quelque chose qui ne vaut pas trop le coup pour vous et qu'une élite dangereuse approche, vous allez pouvoir vous défaire de cette mêlée pour aller enfoncer les rangs ennemis ailleurs. Donc c'est très bon. Côté armement, les choix sont nombreux. Donc vous avez d'une part une arme lourde et dans l'autre main une arme de corps à corps. Donc côté arme lourde, on est vraiment dans du grand classique. Vous allez avoir accès à du Heavy Bolter, donc arme très convenable au demeurant. Naturellement, tout ça touche à 3. Hein. Ce sont des sœurs de bataille. Vous avez accès également à un lance-flamme lourd, donc qui ignore le cover, qui touche automatiquement. Les lance-flammes lourds du côté sœurs de bataille sont plutôt couillus car ils ont une force 6 et PA-1. Donc ils sont plus burnés que l'équivalent Space Marine. Alors évidemment, quand on joue Sista, des lance-flammes lourds, on aime ça. Et on aime également ce qui est le dernier choix qui va être le multi-melta. Donc un multi-fuseur, un fuseur qui tire 2 fois à une portée de 18, force 9, PA-4, dégâts 6. Vous savez tous que les armes à fusion, c'est quand même potentiellement dangereux, mais cependant, la force 9 va les handicaper un petit peu dès lors qu'il s'agira de blesser des véhicules plus lourds. Donc la portée de fusion à 9 pouces change votre capacité de dégâts en D6 plus 2, et vous avez également une petite arme de saturation directement enchâssée dans l'exo-armure, et là vous avez le choix entre des Storm Bolter jumelés, donc très bien, hein, avec tir rapide, reroll des blesses, etc. Et des Paragon Grenade Launcher, ici aussi jumelés, mais qui ne vont faire qu'un seul tir de force 9, PA-2, dégâts D3. Donc profil d'arme un petit peu particulier.
Honnêtement, moi j'aime bien les Stormbolters, hein, des bons vieux Stormbolters, ça ne se regrette jamais. Ces lance-grenades peuvent faire la blague contre de l'élite ennemie ou du véhicule léger. Pourquoi pas? Bref, finalement, tout est bon. Je pense que de toute manière, on va le voir assez rapidement, ces escouades d'exo-armure, on va avoir envie d'en jouer plusieurs, hein, ça me paraît clair. Et donc, chacune de ces escouades pourrait avoir sa propre spécialité. Donc, vous aurez une escouade de multifuseurs, une escouade de lance-flammes lourds et pourquoi pas une escouade de Heavy Bolter. Côté armes de corps à corps, vous avez deux choix. Donc, soit la Warblade, donc une grosse épée qui fait 4 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2, donc un profil d'arme énergétique tout à fait standard, cependant qui est quand même à force 6 et pas à force 5 comme de l'infanterie normale chez les Space Marines par exemple. Donc, la force 6 demeure intéressante contre certains types d'élites. Et de l'autre côté, la Parangon War Mace, donc l'énorme masse de guerre qui, on va pas se mentir, visuellement a quand même plus d'impact. Donc cette fois, seulement 3 attaques qui ne touchent plus que sur du 4. Cependant, force 12. Force 12 pour une arme de mêlée, c'est assez inédit. La force 12, on la retrouve par exemple sur les points de Dreadnought. Eh bien, ces petites frangines dans leur exo-armure tapent à force 12 avec leur masse. Seulement ici, une PA de -1 pour du dégât 3. Donc là, entre l'épée et la masse, eh bien, c'est discutable. Là, on parle vraiment de deux choix de cibles différents. Cependant, la masse, au-delà d'être plus sexy visuellement, à mon sens, vous offre quand même la force 12 sur un plateau. Et cette force 12, eh bien, lorsqu'on charge, on va pouvoir faire un tank shock. Car ces exo-armures, c'est même une de leurs faiblesses en vrai, ont toutes le mot-clé véhicule. Donc pour ceux qui jouent par exemple avec des objectifs fixes, ce que je ne vous encourage jamais à faire, jouer avec des objectifs tactiques, c'est bien plus rigolo. Et bien seulement, voilà, parfois quand on va en tournoi, évidemment les mecs, leur but c'est de scorer un maximum. Donc quand ils voient en phase 2, 9 exo-armures sœurs de bataille, évidemment qu'ils vont prendre l'objectif fixe, abattez-le, où ils vont gagner des points pour chaque véhicule détruit. Et donc ces escouades de Parangon Warsuit, c'est un vrai cadeau que vous faites à votre adversaire en termes de scoring. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit. Cependant, ce mot-clé véhicule vous donne également accès au tank shock. Donc c'est très bien, surtout quand c'est conjugué avec une force 12. Donc cette escouade est quand même très bonne. Cependant, elle ne peut pas se jouer de manière trop massive. C'est que vous n'avez accès qu'à 3 figurines par escouade. Honnêtement, moi j'aurais bien voulu en jouer un pack de 6. Là, c'est vraiment en mode Goldorak, quoi. C'est que vous arrivez avec une escouade de 6 robots. Si on doit trouver un équivalent à ces châssis-là, ce serait par exemple du côté des Centurions Space Marine ou des Alarus Custodes. On est à peu près sur le même genre de châssis. Et ces châssis, chez les autres, vous pouvez les jouer à 6. Donc ici, je suis assez surpris quand même qu'on ne puisse pas jouer de plus grosses escouades. Mais ça a peut-être une raison d'être en termes de règles, car nous allons le voir, aussi bonnes soient-elles, ces exo-harnais prennent toutes leurs dimensions dès lors qu'on leur adjoint les services de Morveuseville. Donc Mecha Jeanne d'Arc en personne va intégrer ces unités. On peut le dire maintenant, elle est dans Brutal Hammer tout simplement parce que sa datasheet est complètement pétée. Morvenval est complètement pété. Je ne compte plus le nombre de parties où j'ai dû entendre une dizaine de fois reroll parce que Morvenval, oui, et c'est une vérité, c'est que c'est dans ses habilités premières. Tant que cette unité mène une unité, à chaque fois que ça tape, vous rerollez à la fois les hits et les blesses. Donc voilà, vous commencez à comprendre, ça devient absolument fumé, une full reroll permanente, hit, bless au tir comme au corps à corps. Donc là, vous revoyez en rêve les armes que je vous ai énoncées, du multi-melta qui full reroll, du bolter lourd qui full reroll, des masses d'absolution qui vont full reroll, même si de base, du coup, elles ne touchaient pas très bien. Ce n'est pas bien grave, un 4 reroll, c'est quand même l'assurance d'en faire pas mal.
Et voilà, hein, et ensuite, vous rerollez également les blesses, donc ça devient absolument terrible. Et deuxième petite règle de Morvenval, c'est l'équivalent quelque part du capitaine Space Marine, c'est que une fois par partie, elle va s'ajouter 3 à sa caractéristique d'attaque. Mais cependant, c'est une version améliorée car vous n'allez pas vous contenter de rajouter 3 attaques à votre attaque de corps à corps, vous allez également rajouter 3 attaques à votre salve de bolter lourd. Donc ce bolter lourd va se mettre à tirer 6 fois. Donc toujours évidemment en gardant à l'esprit qu'on full reroll, hein, on reroll toutes les touches et toutes les blesses. Côté châssis, Morvenval va ni plus ni moins que doubler le nombre de points de vie par rapport à ses petites copines. Donc elle passe à 8 PV. On est toujours mouvement 8, OC2, l'endurance naturellement est la même. Et donc du côté de l'armement, eh bien parlons-en. Son petit bolter lourd, Fidelis, alors qu'on nous vend comme étant une relique incroyable et tout, bah finalement, ce que vous avez juste de plus par rapport à un bolter lourd normal, c'est une force de 6 plutôt qu'une force de 5. Pour le reste, on garde le sustain hits comme tout bolter lourd qui se respecte. Et bah, ici, nous allons toucher à 2. Et Morvenval va toucher à 2, quelle que soit l'arme choisie. Touche à 2, reroll. Bon, on est quand même sur un modèle de stabilité. Elle a également son petit missile launcher d'épaulière qui va adopter 2 profils d'attrition différents. Donc, soit un profil un peu axé anti-élite, anti-char. Donc, 2 tirs qui touchent à 2. Force 9, PA-2, dégâts D6. Donc, c'est très bien. Hein. On n'oublie pas qu'en plus de ça, on a tous les multi-melta du monde derrière soi. C'est très balèze. Et un autre profil, naturellement, qui va être orienté blast. Donc, 2d6 touches plus blast, toujours touche à 2, force 4, PA0, dégâts 1. Donc dès qu'il s'agit de dégager un peu de horde devant soi, on est toujours content d'avoir ce type de profil. Et du côté de la lance de l'illumination, donc celle qui est censée pourfendre les ténèbres à venir de l'Imperial dans son intégralité, nous avons également accès à 2 profils d'attrition. Donc un profil anti-horde où on va accumuler pas moins de 10 attaques qui touche à 2, force 5, PA-1, dégâts 1. Donc là, pour enlever de la horde, c'est quand même du très sérieux. Et de l'autre côté, le profil strike, où cette fois, ça va être 5 attaques qui touchent toujours à 2, force 8, PA-2, dégâts 3, devastating wounds. Donc autrement dit, un véritable tueur d'élite. Franchement, on touche à 2, reroll, force 8, on va souvent blesser à 2 ou 3, reroll. Dégâts 3, Devastating Wounds. Si vous êtes un vrai petit coquin, vous pouvez même relancer tout ce qui n'est pas un 6 pour faire un maximum de Devastating Wounds possible. Donc c'est absolument infernal. On n'oublie pas non plus la petite règle de détachement telle qu'elle existe actuellement dans l'index Adeptas Sororitas. C'est dès lors que cette unité va être diminuée, donc elle va subir des pertes, vous allez rajouter 1 plus 1 hit. Donc il va vous suffire de perdre uniquement une exo-armure pour que toutes les autres exo-armures commencent à toucher à 2 reroll. Reroll parce que Morvenval. Reroll parce que Morvenval. Reroll parce que Morvenval. Et également, dès lors que vous passez en dessous de la moitié de votre effectif initial, vous allez, au-delà d'avoir un plus 1 hit, également avoir un plus 1 bless. Donc plus un hit, plus un bless, reroll hit, reroll bless. Cette escouade est un modèle de stabilité. Là, je pense qu'en fait, plus stable tu meurs, c'est absolument imbuvable. Et cette petite Morvenval, elle coûte 140 points, tandis que ces petites accompagnatrices sont tarifées 170 points les 3 exo-armures. Donc ça vous fait quand même un pack au-delà de 300 points. Franchement, ce n'est pas rien, mais évidemment, avoir une escouade qui reroll tout en permanence, qui est potentiellement armée de multifuseurs, de masse d'absolution à force 12, c'est pas négligeable. Honnêtement, en termes de jeu, cette escouade est souvent déployée en réserve stratégique. On arrive sur un bord du champ de bataille, on fait face à, par exemple,
du véhicule ou de l'élite ennemie bien dangereuse, on lui envoie une sauce de multifuseur qui reroll tout, un bolter Fidelis qui va non plus pas trop rigoler, et quelque part, si on a de la chance, on réussit une charge dans la foulée, et lorsque ça charge, là, ça rigole pas. Outre le tank shock, tout le monde cartonne avec beaucoup de force, beaucoup de dégâts, ça reroll les blesses, c'est vraiment une escouade qui envoie la purée, et nous n'oublions pas que les personnages de l'Adeptas Sororitas peuvent se voir offrir assez facilement via un simple stratagème une résurrection. Donc dès que Morvenval explose, généralement elle réapparaît. Et ça c'est une vraie plaie, hein. Les personnages de l'Adeptas Sororitas qui réapparaissent. Il y a pas longtemps, j'ai eu le droit à une Sainte Célestine qui réapparaît évidemment derrière un occultant, et tout le reste de la partie, elle s'est mise à faire du secondaire hors de portée. C'était tout simplement horrible. On est très content de les tuer, ces personnages de l'Adeptas Sororitas, mais ils reviennent, et quand ils reviennent, généralement, ils vous échappent et ils mettent des secondaires tout le temps. Ils font des quarts de table, ils font des actions, ils sont insaisissables, donc c'est très compliqué. Donc, on a fait le tour, je pense, de cette escouade qui est... voilà, c'est golden, hein, tout simplement. Certes, ça coûte 300 points, mais c'est redoutable. Et donc, moi, je ne joue pas à Adeptas Sororitas, naturellement, mais c'est une faction que j'adore. Je trouve qu'en termes de présentation, tout est parfaitement iconique, et j'aime particulièrement dans cette armée tous les corps d'élite, que ce soit les sacro-saintes, les exo-harnais, les célestes. Je trouve vraiment que ces figurines ont une classe folle. Idem si vous jouez les blindés qui leur sont associés, Immolator, Exorciste, tout ça, c'est vraiment des châssis magnifiques, et je pense que pour inclure Morvenval, on va plutôt avoir envie de jouer une armée d'élite, hein. Donc pourquoi pas imaginer une armée avec pas moins de 3 escouades d'exo-harnais, dont l'une sera naturellement menée par la commandante suprême. Je pense avoir 3 escouades sur table d'exo-harnais avec des rhinos, des immolators, un exorciste. C'est thématiquement, visuellement, c'est tout à fait génial. L'Adeptas Sororitas, la gamme de figurines est superbe. Gardez cependant à l'esprit que c'est pas une mince affaire à peindre, mais je pense qu'on est dans un des trucs les plus iconiques visuellement du côté des factions de l'Imperium. Donc, ville morveuse, profitez-en tant qu'elle est pétée, parce que à l'heure actuelle, on va pas se mentir, elle est vraiment pétée. C'est cher en points, mais c'est pété quand même, hein. Nul doute que le codex Adeptas Sororitas viendra probablement tempérer tout ça, hein, parce que c'est la tendance actuelle jusqu'à maintenant, c'est que les codex ont tendance à alléger ce qui était un peu trop fort dans les index. Bon, pour l'instant, on a accès à ça, on a accès à une escouade à la fois surpuissante, à la fois surstylée, menée par un personnage mais infiniment charismatique, une Jeanne d'Arc en armure. Jeanne d'Arc, ma petite morveuse, tu avais tout à fait ta place dans cette rubrique Brutal Hammer. Je te salue bien bas, la morveuse. À plus tard sur les champs de bataille. Du côté de chez vous, portez-vous bien. N'hésitez pas à venir faire un coucou sur le Discord de Rural Hammer, qui, à l'heure actuelle, comporte bien trop de Bretons. Moi, je veux voir des mecs de Limousin, je veux voir des mecs de l'Ariège qui scie des troncs d'arbres et qui élèvent des cochons avec des bérets. Je veux voir une ruralité plus diversifiée. Donc, par devoir d'inclusivité, il faut commencer à prendre d'assaut le Discord Rural Hammer et arrêter de voir proliférer ces Bretons complètement fous. Je vous dis à plus tard les mecs, portez-vous bien, bonne peinture, bon jeu, savourez bien vos batailles face à l'Adeptas Sororitas, c'est une armée magnifique qui mérite toute votre attention. Ciao les jeunes, ciao la morveuse, et à plus tard sur Rural Hammer, portez-vous bien.